Ok, c'est cool. Merci beaucoup, Michael. Merci à Donc toi. bonjour à tous, moi je suis Cathy Hupin, je suis prof en collège. Je travaille avec des élèves de quatrième et de troisième en Sud-Gironde, près du bassin d'Arcachon, où il fait tellement beau qu'il pleut, qu'il pleut et qu'il pleut. C'est génial, comme un peu partout. Voilà, donc vous avez mes contacts sur Twitter, LinkedIn et mon adresse si vous voulez me recontacter. Et dans le chat, j'ai déposé le lien vers la présentation que j'essaierai de remettre à la fin aussi si nécessaire. Ici, je suis là pour vous présenter mon atelier, cueillir des pommes pour apprendre à apprendre. Donc, je vous dirai pourquoi des pommes. Mais effectivement, l'idée, c'est de travailler sur des outils de révision. Et voilà. Pour ça, je vais faire ça vite fait avec trois petites parties. D'abord, les apports des neurosciences qui soutiennent mon discours. Enfin, voilà, sur quoi je me base pour penser que ce que je propose à mes élèves est peut-être efficace. Ensuite, je vais vous expliquer comment je leur fais créer des outils de révision. Et puis, pour finir, je vous montrerai comment je leur apprends à sketchnoter et utiliser ces sketchnotes, notamment en outils de révision. Donc, tout d'abord, je voulais rappeler quelques petits éléments sur la mémorisation. La mémorisation, elle fait pas appel à deux types de mémoire, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Concernant la mémoire de travail, donc c'est l'espace de travail qui permet de percevoir l'environnement avec les signaux qui sont principalement visuels, auditifs, textuels et tactiles quand on parle de tâches scolaires. Et cette mémoire de travail permet de raisonner, de réfléchir à une tâche à réaliser. Et elle nécessite aussi non seulement de percevoir des signaux de l'environnement, mais aussi de récupérer des souvenirs qui est présent dans la mémoire à long terme. Donc cette mémoire de travail, c'est le bureau mental qui a une capacité limitée en termes de choses qu'il peut garder en mémoire. On peut garder des notions, des petites choses en mémoire dans cette mémoire de travail, pardon, mais que sur une durée très temporaire. Donc c'est juste la mémoire vive, par exemple, de votre ordinateur. La mémoire à long terme, c'est elle qui stocke vraiment et c'est le disque dur de votre ordinateur, par exemple, si je continue l'analogie. Et elle consiste à réaliser des schémas mentaux qui permettent de mettre en lien les différentes notions, les différentes idées, les différents concepts. Justement, donc, pour pouvoir garder à long terme, il faut faire du lien entre les notions. Ces liens, ces notions, on peut les récupérer grâce à des amorces, des petites idées. C'est l'idée un petit peu de la Madeleine de Proust où une petite chose peut faire appel à un souvenir que l'on avait stocké en mémoire. Cette mémoire de travail, donc il faut savoir qu'elle est effaçable, donc très rapidement, si elle n'est pas réactivée, les notions mises en mémoire vont disparaître. On peut modifier aussi ce qu'on a mis en mémoire pour le rectifier ou simplement changer la notion qu'on avait essayé de mémoriser. Et par contre, contrairement à les mémoires de travail, la capacité est illimitée. Tant qu'une notion est remémorée fréquemment, on a réactivé cette notion, en fait, on va la garder en mémoire et on peut en stocker a priori de manière un nombre indéfini d'après ce que savent les scientifiques là-dessus. Alors, ces mémoires de travail et mémoires à long terme sont soumises toutes les deux à l'oubli. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et donc, la mémoire à long terme, il va falloir la consolider par notamment des répétitions et revoir un petit peu les notions qui ont déjà été vues. Passer d'une mémoire à l'autre, ça nécessite deux phénomènes en fait qui sont l'encodage. Donc, passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme, c'est de l'encodage. C'est transférer les signaux reçus en messages que l'on va pouvoir garder en mémoire sous forme de schéma mental. Et
l'inverse, utiliser des informations qu'on a gardées en mémoire, c'est faire de la récupération pour pouvoir l'utiliser au sein de la mémoire de travail pour réaliser une tâche. Donc quand on a ce petit schéma-là, on peut ensuite essayer de voir quelles sont les stratégies efficaces pour mémoriser. Alors, avant de les mettre en lien avec le fonctionnement du cerveau, simplement ce que disent les scientifiques, c'est que pour mémoriser, les tâches très fréquentes réalisées par les élèves, c'est la relecture et c'est pas très efficace. La récupération en mémoire est beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire qu'on va essayer de questionner notre mémoire pour savoir ce que l'on a retenu. Ce questionnement peut se faire sous forme de QCM, de questions ouvertes ou plein de choses comme ça. Et ce qui marche encore plus, c'est la récupération en mémoire avec un feedback, c'est-à-dire que non seulement je me questionne, mais ensuite je vais aller vérifier que la réponse que j'ai fournie est juste, et si elle l'est, c'est très bien. Si elle ne l'est pas, par contre, je vais essayer de la corriger. C'est ce que j'ai appelé test plus correction. Donc, si on part de ça, ça nous permet déjà de commencer à avoir des pistes de comment aider les élèves avec des outils de révision efficaces. Donc, je vais partir maintenant vous expliquer 4 stratégies que je vais utiliser pour développer les outils de révision de mes élèves. Enfin, principalement 3 des 4, mais la 4e, elle est très importante. Cette 4e, c'est les répétitions espacées. Donc, on va revoir dessus. Ces répétitions espacées permettent de passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Et à chaque fois que je répète, j'encode à nouveau et donc je consolide l'apprentissage. Il y a aussi la richesse de l'encodage, je vais revenir dessus, qui permet effectivement de faciliter cet encodage. Ensuite, pour consolider, je peux aussi travailler sur l'apprentissage génératif et donc essayer de faire du lien, de créer ces schémas mentaux dans mon cerveau. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça. Et pour donc la récupération en mémoire, c'est-à-dire se rappeler donc de ce dont on se souvient pour réaliser une activité, on va effectivement utiliser de l'auto-testing, faire des tests pour savoir ce qu'on se souvient, ce qu'on se souvient pas. Voilà, ces 4 principes-là, je vais les détailler un petit peu et du coup, ça va me permettre d'expliquer les outils de révision que je propose à mes élèves. Donc les répétitions espacées, je pense qu'une grande partie d'entre vous connaît cela. C'est le principe de la courbe de l'oubli que l'on peut observer ici en rouge sur le graphique. Si on ne veut pas oublier, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que dès que la connaissance est proche d'être oubliée, il faut la réactiver. Donc ça sert à rien de la réactiver quand cette connaissance est bien en mémoire. Par contre, dès qu'on commence à l'oublier, il faut la réactiver. Alors, c'est pas facile de savoir à quel moment justement on commence à oublier, mais les scientifiques ont émis une espèce de planning qui dirait qu'il faut réactiver le jour même, puis le lendemain après une bonne nuit de sommeil, ça il paraît très utile. Et puis ensuite, une semaine après, 1 mois après, 6 mois après, et on garderait du coup, plus ça va, plus on va espacer les révisions, mais par contre, on gardera toujours en mémoire les notions travaillées. Donc ça, c'est un principe qui est intéressant à expliquer aux élèves, mais pour autant, voilà, c'est pas la base, c'est la base de travail. Ensuite, une fois que les outils de révision seront créés, ils pourront justement utiliser ces répétitions espacées pour justement apprendre et mémoriser sur du long terme. L'auto-testing, donc l'idée de créer des questions avec feedback immédiat. Donc l'idée, c'est pas juste de se tester, c'est aussi de vérifier que ce qu'on a dit est juste. Et ça va faciliter la récupération en mémoire. Donc en Flash, on peut avoir des petites stratégies tout simples pour tester les élèves. Hein. C'est faire des QCM. Ces QCM, ça peut être papier et puis avec une correction calque. Ça peut être des QCM et puis l'élève répond sur ardoise ou lève les doigts en disant c'est la réponse 1 ou il lève 3 doigts et c'est la réponse 3 ou ce genre de choses. Ça nécessite pas beaucoup de matériel. Il peut aussi lever des cartes de couleur. On pourrait se dire, voilà, il y a la carte rouge, c'est la réponse tant, la carte bleue, c'est telle autre réponse.
Ou après, on peut avoir des choses un peu plus évoluées avec Plickers ou QCM Cam où on tourne des QR codes pour donner la bonne réponse et le prof scanne tous ces QR codes pour voir les réponses de la classe. Ça, c'est très très intéressant d'avoir en fait un scan de toute la classe qui permet en fait de travailler aussi sur la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Si vous avez une compréhension qui est entre 0 et 30% de la classe, là, vous pouvez dire que vous avez raté quelque chose. C'est que les élèves vraiment n'ont pas compris et vous êtes certainement fautif dans le fait qu'ils n'ont pas compris. Quand on est entre 30 et 70%, là, on sait qu'il va falloir faire retravailler les élèves sur les notions, demander peut-être à ceux qui ont compris d'échanger avec les autres pour justement arriver à une réflexion plus élaborée sur les notions et qu'il y ait une meilleure compréhension des concepts. Au-delà de 70%, les scientifiques disent, bon, dans l'ensemble, vous avez le travail est plutôt bien passé et les notions sont assez bien comprises dans l'ensemble. Dans les autres choses utilisables, ou CLAP et d'autres choses interactives peuvent être utilisées. Voilà, je vous laisse, vous connaissez certainement plus d'outils encore que moi. À la maison, cet auto-testing peut se faire simplement quand l'élève récite sa leçon et qu'ensuite il va vérifier qu'il a bien récité. Cette récitation peut être à l'oral ou à l'écrit. L'élève peut travailler aussi avec des flashcards, je présume que vous connaissez. Le principe, c'est faire des questions d'un côté et avoir la réponse de l'autre, ou faire le mot-clé d'un côté et la réponse de l'autre. Ça peut être aussi créer des questions et des réponses avec une feuille qui serait pliée en deux, style fiche de mémorisation active, où les questions sont d'un côté, les réponses sont de l'autre, et puis comme ça, on peut vérifier instantanément si on a la bonne réponse. On peut utiliser des QCM en ligne autocorrigés, des exerciceurs, des jeux numériques style Learning Apps, où il y a des tas de petits jeux à créer qui permettent aux élèves de réviser. On peut aussi du coup proposer des Quizlet, Anki et plein d'autres choses pour réviser efficacement à l'aide d'outils numériques. Ça, c'était pour le côté auto-testing. Donc, on a vu premier point, répétition espacée, deuxième point, auto-testing, troisième point, richesse de l'encodage. Là, l'idée de la richesse de l'encodage, c'est d'augmenter les modalités sensorielles pour favoriser l'encodage. L'idée, c'est que si ma leçon, elle n'est que écrite, c'est que du texte, je n'ai qu'un canal qui est sollicité. Et si par hasard, je double ce canal en mettant le texte en audio, c'est-à-dire que l'élève, non seulement il a un audio à écouter et puis il a le texte à lire en même temps, du coup, il y a deux canaux qui sont sollicités. Si je rajoute des images, des illustrations qui appuient vraiment le discours du texte, là, je suis en visuel, je vais utiliser un quatrième canal. Tactile, c'est plus difficile, mais ça peut être l'idée d'avoir des informations sensorielles autres, une position dans l'espace, faire un parcours pour souvenir que quand je suis à tel endroit, j'en suis à telle étape de mon cours, puis tel endroit, telle étape, etc. Donc avec tout ça, on sait que par rapport à un texte, une vidéo peut avoir plus d'impact. Une chanson aussi, notamment s'il y a un rythme ou des rimes, ça va aider à la mémorisation et à se rappeler du coup des schémas mentaux et des liens et des mots à retenir. Faire des schémas, des sketch notes, là on utilise le texte et l'image, donc on double encore l'encodage. Les cartes mentales, c'est aussi une représentation graphique qui permet d'être à la fois dans du textuel et du visuel. Voilà, et puis j'ai parlé aussi des parcours, des actions pour mémoriser. Voilà. Je voulais juste faire un petit panneau attention. Quand on voit visuel, auditif, textuel, tactile, il y avait certaines théories qui expliquaient que il y avait des styles d'apprentissage, certains étaient plus visuels, auditifs. On est bien d'accord que les neurosciences ont montré que c'était des neuromythes et qu'en fait, c'est pas qu'on est plus visuel ou auditif, c'est pas qu'on mémorise mieux par ces canaux-là, c'est plutôt qu'on a une appétence pour ces canaux. Voilà, moi, je préfère plutôt travailler avec de l'image parce que ça m'attire plus et donc je serai peut-être plus motivée pour le faire, certes, mais c'est pas pour autant que j'apprends mieux par ce canal-là. Voilà, juste le petit attention aux neuromythes. Est-ce que ça va? Pas de soucis pour le moment?
je finis la petite partie théorique vite fait là. Donc, j'ai dit répétition espacée, auto-testing, richesse de l'encodage. Et le dernier point, c'est l'apprentissage génératif. L'apprentissage génératif, c'est exprimer les contenus d'une autre façon. En fait, par exemple, quand on donne un texte, on peut demander à l'élève de le reformuler, de le transformer en carte mentale, en schéma, de le réorganiser, de prélever juste l'essentiel, d'organiser les notions. En fait, l'idée, ça va être de structurer les notions du document à mémoriser pour donner du sens. Et cet apprentissage génératif, il est très efficace justement pour mémoriser. Donc du coup, moi maintenant, je dis à mes élèves de se créer des outils de révision. Alors je vous explique le pourquoi faites des pommes. C'est qu'au départ, je travaillais avec des plans de travail qui avaient une forme de plante sur lequel j'avais mis des fruits. Ces fruits étaient à cueillir, donc c'était des pommes. Et dans ces fruits à cueillir, il y avait justement ces outils de révision que je demandais à faire à mes élèves. Et puis au départ, j'avais dit, faites les travaux donc supplémentaires. Voilà, créez-vous des outils de révision, des choses comme ça. Bon, outils de révision, c'est très long. Pomme, c'est très court comme mot. Comme c'était sous visuel de pommes, j'ai fini par dire, bon, faites des pommes. Et dans le cahier de texte de mes élèves, je leur dis, faites des pommes. Ça n'a de sens que pour moi, mes élèves. Les parents se questionnent beaucoup et finissent me dire, en réunion parents-prof, j'ai droit à, ah oui, c'est vous les pommes. Oui, oui, c'est moi les pommes. Donc, de manière amusante, j'ai un ou deux collègues qui finissent par dire à leurs élèves de faire des pommes aussi. Je trouve ça assez drôle. Ce qui, en soi, on est bien d'accord, n'a aucun sens. Donc, faire des outils de révision, ça a du sens. Quel est mon but? Donc, c'est d'apprendre aux élèves à apprendre avec des méthodes qui sont efficaces. Parce que clairement, les méthodes des élèves, quand on les questionne, c'est qu'est-ce que je fais? Oh, je surligne le cours. Je surligne les essentiels. Résultat, en fait, il y a tout le cours qui est souligné. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt. Ils relisent aussi plusieurs fois le cours en disant j'ai beaucoup travaillé, j'ai relu mon cours, j'ai relu mon cours, j'ai relu mon cours. Et étonnamment, le lendemain à l'évaluation, ils ne savent pas. Et l'autre chose qu'ils font, c'est faire des fiches en recopiant simplement le cours. C'est qu'ils passent du temps à copier juste ce qu'on avait écrit dans le cours de la même façon, mais ils l'ont réécrit proprement sur une jolie feuille. Alors, toutes ces méthodes ne sont pas efficaces pour la simple et bonne raison qu'elles nécessitent peu d'engagement de la part de l'élève. Elles pourraient être réalisables de manière automatisée, c'est-à-dire voilà, je peux penser à autre chose, au fait que ah tiens j'ai faim, ah tiens il y a l'autre qui m'appelle et je suis quand même en train de lire. Je peux lire de manière automatique sans comprendre ce que je dis, sans comprendre ce que je suis en train de faire. Je peux recopier quelque chose sans comprendre ce qu'il y a dedans. Donc tout ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait pour les élèves. Et pourtant, ils ont l'impression de travailler, mais quand ils font ça, ils travaillent peu efficacement. Donc, je leur dis de faire des pommes, de se créer des outils de révision en me basant sur les 3 des 4 éléments que je vous ai présentés, l'auto-testing, la richesse de l'encodage et l'apprentissage génératif, sachant qu'une fois que les outils de révision seront créés, il serait bon ensuite de répartir l'apprentissage dans le temps et donc d'utiliser le dernier des 4 points que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'idée, ce que je leur dis, c'est que vous devez vous questionner, vous devez donc formuler des questions-réponses, vous devez être capable de réorganiser, de reformuler le cours pour donner du sens, vous devez être capable de passer d'un langage à un autre, par exemple du texte au schéma, ou du texte à la carte mentale, ou de la carte mentale au sketch note, ou etc. Changer en fait de modalité. Donc si je change de modalité, je suis sur l'apprentissage génératif. Si je réorganise, je reformule, je donne du sens, je suis aussi sur cet apprentissage génératif, l'auto-testing sur se questionner, et la richesse de l'encodage, on l'a dans tout ça, puisque si je mets les multiples canaux, visuels, auditifs, textuels, je peux du coup avoir cette richesse de l'encodage. Alors, voici quelques exemples de travaux que je demande à mes élèves. Le ping-pong, c'est créer des questions et des réponses. Donc, comme vous voyez, en ping, il y a les questions. En pong, au dos de la feuille, il y a les réponses.
Donc là, c'est joliment présenté. Alors comme vous pouvez voir, parfois il y a quelques fautes d'orthographe et encore là, c'est gentil, c'est mignon, c'est bien formulé. Et quand il ne rédige pas de phrases, là par contre aussi, j'insiste pour que j'ai des phrases rédigées qui reprennent les mots de la question. Je rappelle, je suis en collège et moi, mon objectif aussi principal, c'est qu'il sache s'exprimer correctement en langue française, même si je suis prof de bio. Euh, du coup, donc à part les ping-pong, il y a les flashcards où en fait vous voyez que finalement c'est la même chose que le ping-pong, mais cette fois-ci sur une carte recto verso. D'un côté la question ou le mot-clé, de l'autre côté la définition ou la réponse à la question. Voilà, tout bête. Ensuite, il y a les cocottes de révision. Alors ça a un énorme succès. Au début, quand on propose ça aux des élèves de 4e et de 3e, on se dit, oh, ils vont rigoler, ils vont se dire, oui, elle nous prend pour des gamins, mais en fait, ils adorent ça. C'est généralement les choses que je vois le plus souvent chez mes élèves. Donc l'idée, c'est que sur ces cocottes, il y ait les questions et les réponses. Tout ça, en fait, c'est toujours le même principe, question-réponse, question-réponse, et sous des formats différents. Et plus c'est ludique, plus ils aiment le faire. Donc, j'ai beaucoup de cocottes de révision à corriger. Ensuite, il y a les leçons à manipuler. Ça, c'est très sympathique aussi. C'est très utile en SVT parce qu'on fait beaucoup de schémas. Donc, souvent, ils reprennent les schémas bilans et ils les transforment en leçons à manipuler avec des petites pancartes à soulever. Et puis, et du coup, sous chacune des pancartes, il y a les mots-clés, les notions qu'ils doivent connaître. Donc, ils s'interrogent comme ça. En haut, vous voyez qu'il y a la petite fleur, où là, c'est une autre façon finalement de faire des questions-réponses avec les questions d'un côté, les réponses en dessous. Et puis en bas, c'est une autre façon de faire. C'est pas des petites languettes à soulever, c'est des étiquettes à replacer sur les schémas. Donc là aussi, je replace les notions qui doivent être comprises, que je dois être capable de resituer justement en replaçant les étiquettes. Ensuite, mes élèves peuvent faire aussi des learning apps, donc avec un petit tuto et le lien vers la plateforme, très rapidement, ils arrivent à me produire des choses très simples et très correctes. Donc, ça peut être des textes à trous, ça peut être, comme vous voyez en bas, des étiquettes avec les mots-clés et ensuite leur définition. Et puis, des schémas à légender, comme vous pouvez le voir, il y a des petites pastilles rouges. À chaque fois qu'on passe la souris dessus, ça nous propose différentes légendes à replacer correctement. Les élèves peuvent créer aussi des vidéos, mais ça, j'avoue que pour le moment, j'insiste pas trop sur ce côté-là et du coup, j'ai peu de productions qui sont réalisées. Mais c'est utile, notamment au collège, pour leur apprendre à s'exprimer à l'oral ou à rédiger ou à faire un petit support diaporama pour notamment l'oral de brevet, ça peut être utile, qu'ils développent ces compétences-là. Après, j'ai des jeux très classiques, style mots croisés, style memory, avec les memory, il y a une carte avec la notion, une carte avec la définition, et ils doivent retourner jusqu'à trouver les associations. On peut faire des dominos, on peut faire plein de jeux dans ce style-là. Un jeu que j'avais trouvé amusant par un des élèves, c'était le jeu là avec les pinces à linge, où en fait chaque question correspond à une couleur et donc l'élève devait replacer la pince à linge de la bonne couleur sur la définition. Donc je trouvais ça amusant. J'ai eu cette année un calendrier de l'Avent des pommes fait par plusieurs élèves. Et dans chacune des cases que vous avez, en fait, il y avait des jeux différents, que ce soit des questions-réponses, des cocottes, des mots croisés, des tas de choses comme ça. Donc voilà, ils peuvent être créatifs et ils peuvent être créatifs à plusieurs. Là, c'était purement de la collaboration. Et d'autres jeux plus évolués qu'on a moins souvent, mais qu'on a. Là, j'ai tout un jeu avec un jeu de plateau, avec un dé. Il faut avancer sur le plateau. À chaque fois, on répond à une des questions, qui est soit en vert, soit en rouge ou en rose. Si on a gagné, on a le droit de relancer le dé, et puis on continue, et on gagne des jetons. Et celui qui a le plus de jetons à la fin de la partie a gagné la partie.
L'autre à côté, c'est le Monopoly. Donc, c'est un Monopoly, mais pour les abeilles. Donc, tous les décors, tout est organisé comme ça. Et puis, les questions, pour gagner en fait une case, il fallait répondre aux questions qui étaient sur le cours, sur les plantes notamment. Voilà un petit peu, vous voyez ce que des élèves de quatrième, troisième peuvent créer sans trop de difficultés. Alors bien sûr, je vous ai sélectionné les choses les plus esthétiques et les plus jolies, mais après, il y en a aussi qui font des choses qui ne sont pas très esthétiques, mais qui sont juste du point de vue du sens, et le travail est le même, sauf que il est moins présentable, c'est tout. Alors Cathy, Oui, si tu es OK, je te propose de ouais, répondre à quelques questions. ok. Il y avait une première question de Sandy. Est-ce que tu dirais que les leçons à manipuler font partie du tactile? Je pense que oui, peut-être. Oui, je pense qu'il y a cette idée quand je vais effectivement, je vais avoir. Enfin, je pense que les élèves vont avoir. On est plus peut-être dans le visuel entre le visuel et le tactile, où ils vont avoir une mémorisation de la position et de ce qu'il y a quand ils soulèvent. Mais bon, je pense qu'on est quand même plus dans du visuel que du tactile, mais voilà. Le tactile, je pense, c'est vraiment le côté sensation. Voilà, les cinq. Enfin, le sens. Je sais, j'ai du mal à le définir. Moi, je suis aussi, je pense qu'il y a aussi le côté positionnement qui est pas tout à fait tactile non plus. Mais il y a aussi une sensation de la manip, de qu'est-ce que j'ai fait quand en biologie, on fait aussi pas mal de TP et de manip. Et quand on leur demande de se remémorer l'ordre des manips, en fait, ils se voient manipuler le matériel et ils se remémorent pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Je pense que le tactile est plus là que dans les leçons à manipuler. Mais après, bon, les frontières, elles sont un peu floues et c'est pas la peine non plus de chercher à mettre des frontières très franches entre les choses, je pense. C'est pas forcément utile. Ok, merci beaucoup. Alors ensuite, on avait Sandy qui nous dit qu'elle a aussi testé les Hexagon Games pour une synthèse de séquences et elle nous dit que ça a Mhm. plutôt bien fonctionné cette année. Caroline demande si tu fais créer ces outils en classe ou à la maison. Je vais y venir. Ah, Je vais ok, venir bah, justement c'était à tout ça. Je vais aussi une expliquer question de la part justement de le procédé Mélissa. pour faire tout ça. Voilà. Mélissa, Donc tant je vais qu'on y est, nous dit où as-tu trouvé toutes ces idées? euh, un peu partout. C'est des choses que moi je crée pour moi et que je me suis dit pourquoi les élèves pourraient pas le créer tout seuls. Et deux, notamment auprès de la team Ludens. Hein, je pense que clairement les leçons à manipuler, ça vient de la team Ludens. C'est eux qui m'ont inspiré. Après, les cocottes de révision, je sais pas si c'est chez vous que je l'ai trouvé ou si je l'avais vu ailleurs. Et voilà, en fait, on- et après, une fois qu'on a cette ouverture-là, détourner n'importe quel jeu euh, permet de questionner enfin que les élèves se questionnent et réfléchissent quoi. Enfin beaucoup de jeux, c'est des jeux, c'est des questions. Donc on peut détourner n'importe quel jeu qui existe pour le transformer comme ça. Je pense que c'est juste du détournement. Voilà. Ok, et Est-ce qu'il y a alors, d'autres bah, questions? toujours, ouais, Sandy et Mélissa, je crois que c'est une question du même style, c'est-à-dire finalement, elles se demandent si toutes ces productions sont considérées comme des projets finaux de séquence et si tu le fais pour chaque chapitre. Alors, je vais répondre à tout ça dans la petite partie d'après, si vous êtes OK, Eh ben euh, super, pour, du coup on a fait le pour tour des questions. expliquer. Voilà. Et si par hasard, je suis pas très claire dans mes explications et vous trouvez que j'ai brodé trop autour et que j'ai tourné autour du pot, vous n'hésitez pas à me reposer des questions. Ça marche? Merci beaucoup. OK. Donc, je voulais aborder aussi le petit sketchnoting. Les sketchnotes, l'idée, c'est de mêler du texte et du picto, c'est-à-dire du dessin simple basique. Donc là, je voulais vous montrer ce que des élèves en quatrième et en troisième sont en capacité de faire. Je trouve ça très chouette. Les deux productions qui sont en haut à gauche, sont des productions que j'ai eues plutôt l'an dernier où j'étais pas encore. Si vous voyez, il y a beaucoup de textes, des phrases rédigées, etc.
La méthode pour leur apprendre n'était pas encore très explicite, mais en tout cas, il y avait du gros travail derrière pour les filles pour organiser, puisque c'était des filles là en l'occurrence. Hein, j'ai aussi des garçons qui me font des trucs chouettes. Après, les autres, c'est des choses que j'ai eues cette année. Si je prends celle qui est en bas, là, sur environnement, matière minérale, matière organique, si vous pouvez constater, en fait, le travail de doublage, là, on est vraiment sur l'encodage multiple avec le doublage. L'environnement, il est non seulement écrit, elle a associé une couleur qui me paraît très judicieuse, le vert, et puis on voit que il y a l'eau, la montagne, les oiseaux, les arbres, etc. Donc l'environnement est représenté. Ensuite, il y a la matière minérale qui est représentée avec les cailloux, les gouttes d'eau, le vent qui montre l'air, la matière organique avec des trucs à manger et puis les champignons, des choses comme ça. Les producteurs primaires qui sont symbolisés par une plante, les producteurs secondaires qui sont symbolisés par le champignon, l'homme, les oiseaux, il faut toujours qu'ils replacent l'homme. Hein. Ça, c'est un défaut des élèves, l'homme au cœur de tout et pas forcément toujours considéré comme un animal, mais bon. Et donc après, il y a des liens qui sont faits. Donc en fait, ici, il y a du dessin. Il y a un petit peu de lien façon carte mentale, puisque vous voyez que les producteurs primaires sont des producteurs de matière organique avec de la matière minérale, par exemple. C'est ce qu'on arrive à lire, que dans l'environnement, il y a la matière minérale et il y a la matière organique. Donc en fait, voilà, c'est très structuré. Je trouvais ça, c'était très simple comme représentation, mais très efficace parce que tous les mots sont doublés par des petits pictos simples et donc si on se souvient plus exactement du mot, on peut se souvenir des images que l'on a dessinées, de celles que l'on a vues. Et donc on a à la fois là, du coup, le tactile, c'est aussi peut-être le fait de dessiner. Le trajet de la main, se souvenir de qu'est-ce qu'on a fait, et on a le visuel avec le dessin et le textuel donc avec les mots. Donc voilà d'où je trouve que les sketch notes peuvent être très intéressants pour mémoriser pour les élèves. Du coup, je demande à mes élèves de faire des pommes. Donc, faire des pommes, c'est bien gentil, mais tous ces travaux-là, j'ai dû accompagner les élèves à les faire parce que, faut être clair, si je les incite pas à le faire, ils vont pas le faire. Donc, comment je les incite? Je vais valoriser les travaux, mais les valoriser avec des points, parce qu'à un moment, moi, je vais exiger qu'ils me le fassent. Chaque travail qui va être donné chaque élève doit me faire des travaux au cours du trimestre. Chaque travail rendu vaut entre 1 et 3 points, voire plus si vraiment les travaux sont conséquents. Et ils doivent cumuler 10 points à la fin du trimestre. Comme ça veut dire qu'ils ont obligation d'en faire. Alors, ils en font pas sur tout, ils en font pas tout le temps. Je leur dis, l'idée aussi, c'est de vous donner du choix. Le choix de quand est-ce que vous allez le faire. Vous le faites quand vous avez un peu de temps à côté. Si vous avez trop de travail dans les autres disciplines, c'est peut-être pas le moment où vous allez pouvoir faire vos outils de révision. Vous allez les faire justement quand vous aurez le temps. Donc faites des pommes, c'est à peu près ce que j'écris dans le cahier texte à chaque séance pour mes élèves, mais ils le font pas tous systématiquement. Donc ils vont avoir le choix de quand ils le font. Ils vont avoir le choix de sur quoi ils le font. Et sur quoi? Parce qu'en fait, contrairement, j'étais à l'atelier précédent et comme une partie d'entre vous qui parlait de la trace écrite, moi je suis en collège avec 1h30 de cours par semaine et j'ai pris le parti de ne plus faire écrire la trace écrite, de ne plus la faire construire non plus, de la donner sous forme de chaque leçon il y a une feuille de cours rédigée qui contient toutes les notions. Par contre, moi, ce que je leur demande, c'est de transformer ce cours. C'est que le travail, c'est de faire des outils de révision à partir de ce cours pour que là, vraiment, ils puissent s'approprier les notions qu'il y a à l'intérieur de ce cours. Donc, je vais leur donner le choix de quelle partie du cours ils veulent travailler, en leur expliquant que les parties du cours qu'ils ont l'impression de comprendre moins bien ou de moins bien mémoriser, c'est sur celle-là qu'il va falloir travailler. Je leur donne le choix de
ce qu'ils veulent faire. C'est totalement libre. S'ils veulent faire des questions-réponses, des sketch-notes, des jeux numériques, des jeux papier, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils savent qu'ils doivent me rendre ces travaux-là. Je vais les inciter en leur donnant des exemples et en leur donnant des méthodes. Du coup, vous avez le lien qui est là. Je leur donne, je vous montre la page. Voilà la page que les élèves ont en lien depuis leur site de cours. Voilà, donc faire des pommes. L'idée, c'est de créer des outils de révision qui permettront de t'aider à mémoriser tes cours. Le principe de base, c'est de poser des questions et des réponses sur le cours à apprendre sous le format que tu souhaites. Et puis ensuite, je leur montre qu'on peut faire des ping-pong, des flashcards, des jeux, des sketch-notes, des cocottes de révision, cartes mentales, leçons à manipuler. À chaque fois, vous voyez qu'en cliquant là sur les choses, va y avoir des exemples qui seront proposés. Va y avoir aussi des tutos. Donc là, j'ai le tuto pour être capable de faire une cocotte parce que s'ils savent pas plier correctement une cocotte, ils feront pas le truc. Ensuite, pour d'autres, voilà, je donne des tas d'exemples et de tutos. Et pareil, sur le schéma, fiche de révision, les dominos, maquettes, corrections, vidéos, podcasts. Vous voyez, ils ont tout ça à faire. Et jeux numériques avec comment utiliser, par exemple, le Learning Apps, qui est simple à faire et que les élèves aiment bien faire. Après, je pourrais démultiplier tout ça. Si les élèves ont des choses différentes à me créer, je leur dis, mais moi, je suis ouverte à tout ce que vous pouvez m'offrir. Il n'y a pas de souci tant que vous respectez le fait que vous travaillez sur votre cours et pas sur des vagues trucs que vous avez pompés sur Internet et que, du coup, vous questionnez votre cours ou vous le reformulez. Voilà. J'accepte aussi les fiches de révision des élèves à condition que ce ne soit pas du simple recopiage de ce que j'ai donné. Voilà. S'il le transforme, je le valide. S'il ne le transforme pas, si c'est purement ma trace écrite qui est recopiée, ça ne m'intéresse pas. Je suis très claire avec eux là-dessus. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc, je valorise en donnant des points. Ces points, ils doivent les acquérir pour le trimestre. Je ne vais pas développer pourquoi, mais ça rentre dans leur note de trimestre que je crée avec eux. Et puis ensuite, je donne un feedback. Ça me semble essentiel de faire un retour sur leur travail. Du coup, comme vous avez compris, si je dois donner des points et donner un feedback, c'est-à-dire une correction, expliquer si c'est bien fait, si c'est bien rédigé, si les notions sont bien comprises, donner des corrections si je m'aperçois qu'il y a une erreur de compréhension, tout ça, ça me nécessite de corriger. Et ça, c'est un travail de correction qui est un peu lourd. Faut avoir envie de s'engager là-dedans, ça c'est sûr. Mais clairement, à chaque séance, j'ai pas non plus une quantité de correction énorme parce que j'ai des séances, aucun élève aura fait quelque chose. J'ai d'autres séances, j'en aurai peut-être 5 ou 6 qui m'auront fait un petit truc. Et grosso modo, le temps de correction par production d'élèves, il doit être de 2-3 minutes à tout casser. Voilà, c'est très rare que j'ai 15 élèves qui me rendent quelque chose sur la même séance. Ça m'arrive très très rarement qu'ils fassent ça. Et puis, pour contrer aussi le fait que à la fin du trimestre, ils s'aperçoivent que « Ah mince, c'est bientôt la fin du trimestre, j'ai pas fait mes outils de révision, je vais pas avoir mes points », je leur dis les 2 dernières semaines, vous ne pouvez pas gagner plus de 3 points à chaque cours parce que sinon, en fait, ils me noient de travail parce qu'ils font tout à la dernière minute. Voilà. Mon objectif aussi là-dedans, c'est de leur dire vous devez apprendre à vous organiser dans le temps. Vous l'avez à faire à toutes les séances. Si vous retardez à la fin, ça marchera pas non plus. Et l'objectif, c'est pas que vous fassiez vos outils de révision après les évaluations une fois que le cours est passé. C'est de le faire pour vous préparer aux évaluations et ce genre de choses. Voilà, voilà. Du coup, faites des pommes, ça me permet de gérer, de faire de la gestion de classe. Donc, du coup, comme je vous disais, ces travaux-là, ils vont les faire principalement à la maison. Principalement à la maison parce que moi, je vais arrêter de donner du copiage de cours à faire. Donc, ils copient pas le cours en classe, ils copient pas le cours à la maison, ils doivent le transformer en faisant donc leurs outils de révision. Je donne très peu d'exercices à faire à la maison parce que je pars du principe que seules des tâches simples doivent être données à faire à la maison.
les tâches complexes doivent se faire en classe. Tout ce qui nécessite un accompagnement, tous les soucis ou enfin tous les exercices où les élèves pourraient rencontrer une difficulté, j'ai à cœur de les faire en classe. Donc les exercices qu'ils ont parfois à faire à la maison, c'est commencer à lire une activité et répondre à une première question, même si c'est pas parfait, juste pour qu'ils rentrent dedans et que à la séance suivante ça soit plus facile, ou terminer un exercice qu'on a commencé à expliquer en classe. On a bien donné les éléments et si certains n'avaient pas eu le temps de finir, ils peuvent le finir à la maison. Mais la plupart du temps, j'ai pas d'exercice à faire à la maison. Ces pommes, ça sera le seul gros travail à faire. Ensuite, ces pommes, je peux aussi leur faire faire en classe parce que ça va m'aider à différencier les rythmes des élèves. Quand j'ai un élève qui a fini une activité ou quand il a fini une évaluation, plutôt que de le regarder les yeux en l'air, à faire l'idiot, à essayer de chercher les copains du regard et commencer à faire les imbéciles, ce qui peut arriver, ou à faire du bruit parce que si j'ai rien à faire, je vais commencer à papoter avec le voisin. Je leur dis, ok, t'as fini, tu fais des pommes. Donc en fait, tu t'avances sur ton travail à faire à la maison, tu fais tes travaux en classe, et du coup, j'ai aucun temps dans ma classe où j'ai des élèves qui n'ont rien à faire. Soit ils sont dans l'activité qui est proposée, soit ils l'ont terminée, ils font des pommes. Donc ça me permet une gestion des rythmes de classe qui est assez efficace. J'ai plus de problème de ce côté-là. Pas de problème de bavardage, de discipline, parce que j'ai des élèves qui n'ont rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est les sketch notes que je vous avais montrés. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Et ensuite, je vais partir sur la partie sketch notée. Alors, on avait quelques questions. Donc, comment tu mets cela en place en classe la première fois? Je pense que là, la question est, voilà, comment est-ce que tu l'introduis aux élèves? Alors, je l'introduis aux élèves au premier jour, le premier cours. Je leur explique que pour moi, apprendre, en fait, je fais un petit laïus. Je vais me servir en partie là de la présentation que je vous ai faite. Ça m'a éclairci les idées pour le présenter aux élèves, en simplifiant un petit peu, mais leur expliquer que qu'est-ce qui marche? C'est les répétitions espacées, c'est se tester, c'est voilà, leur montrer que leur méthode, les scientifiques qui travaillent sur le fonctionnement du cerveau, ils estiment que relire, ça n'a jamais fonctionné. En tout cas, ça fonctionne pas efficacement. Et moi, je leur dis, moi, je vais vous apprendre à apprendre efficacement, c'est-à-dire que vous n'allez pas travailler plus, mais vous allez travailler différemment. L'idée, c'est pas d'y passer plus de temps, mais que le temps que vous allez y passer soit plus efficace. Donc, je vais vous imposer de faire ces travaux-là. Et du coup, je leur dis, je leur montre quelques exemples. Après, je vais pas aller rentrer dans les détails, d'expliquer chacun des trucs parce que ça peut durer. Je peux parler pendant 1 heure pour montrer tous les exemples, c'est pas possible. Donc, je leur dis d'aller voir, etc. Ensuite, les séances suivantes. Donc, c'est écrit dans le cahier de texte, comme les premières fois où c'est écrit dans le cahier de texte. Même si tu leur dis que c'est pas obligatoire, une partie va commencer à essayer de le faire. Et après, on fait des retours en classe. Tiens, donc vous avez fait ça, regardez. Donc les premiers élèves, ils ont fait ça. Et en fait, en montrant aux autres élèves ce que certains ont déjà fait, petit à petit, les autres se disent, ah oui, oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse ça. Ah oui, je vois comment ils le font. Et voilà. Donc il y a céder des tutos, enfin de la page explicative, c'est une chose. Céder en montrant le travail des uns et des autres, c'est une chose. Et puis, dans les premiers temps, tous les moments où justement, allez, il me reste 10 minutes de cours, plutôt que commencer l'activité suivante ou le chapitre suivant, je vais dire, allez, là on fait des pommes, là on le fait. En fait, effectivement, le commencer en classe au démarrage pour inciter, ça marche très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, tu as répondu à pas mal de questions qui étaient en attente. Peut-être quelques précisions sur. Donc tu nous as dit que parfois tu fais un feedback en classe pour dire voilà ce qui a été fait, etc. Est-ce que tu fais par ailleurs un feedback écrit sur leur Oui, production quand tu dis que tu corriges tout toujours. ça?
Toujours. Il y a toujours un feedback écrit. Soit c'est nickel et je mets le petit validé et voilà. Et puis après, je mets toujours une évaluation sur la pomme, sachant que voilà une évaluation de compétences dans la compétence que j'appelle communiquer, hein, puisque c'est de la communication. Et l'idée, c'est simplement de leur dire si tu es entré bien et qu'effectivement il n'y a pas de souci, je te le dis. Voilà, sachant que ces compétences compteront. Au final, je ferai une compilation pour pas que ça compte autant que tous les travaux que l'on leur demande à côté, hein, parce que là, l'idée c'est pas non plus euh, de que de donner trop de valeur à ces travaux-là et à justement l'échec éventuel sur ces travaux. Parce que moi, j'ai des élèves qui ont fragile pendant plusieurs fois. Ils me rendent des travaux, mais ils comprennent toujours, ils ont du mal à comprendre les attentes, ou alors ils ont du mal à comprendre le, le cours et à le reformuler. Mais je leur dis, c'est pas grave d'avoir fragile parce que de toute façon, l'essentiel, c'est que tu le fasses, que tu aies des points, que tu apprennes et que petit à petit, tu comprennes le truc. Donc, même s'il y a cette évaluation qui, moi, me permet de savoir si l'élève sait faire, ou si l'élève est en difficulté de compréhension ou s'il est en difficulté de formulation, de phrases ou d'autres choses, c'est quand même important donc d'avoir ces évaluations, mais pour autant, ça ne doit pas le pénaliser et le décourager. Donc ça, c'est une première. J'ai perdu la question de vue. Je suis désolée, Mickaël. Mais c'est pas grave parce que tu es allé sur une autre question et effectivement on avait beaucoup de questions des collègues sur la façon dont tu le valorises, la façon dont tu donnes des points, etc. Donc tu as donné déjà pas mal d'éléments. C'est vrai que ça interroge beaucoup les collègues de savoir comment est-ce que ça s'inscrit en nombre de points, en valorisation. Si quelqu'un ne fait rien, Alors, est-ce qu'on le laisse ne rien faire? Si quelqu'un n'a pas réussi, est-ce que tu lui demandes de le refaire? alors, refaire, pas toujours. Par contre, donc voilà, sur ce que j'écris sur la copie, c'est attention à la formulation des questions. Il faut savoir que nos élèves de quatrième et de troisième formulaient des questions. Moi, j'ai souvent c'est quoi une cellule? Je fais non, on dit pas c'est quoi à l'écrit, on dit qu'est-ce que c'est. Alors qu'est-ce que ils savent pas l'écrire aussi. Bon, ça c'est des détails. Certains ils savent pas faire des phrases-réponses. Donc reprendre les mots de la question pour formuler la phrase-réponse, tout ça c'est un apprentissage. Je écris à peu près démarrage dans l'année, j'écris à peu près sur 2 copies sur 3. Reprends les mots de la question pour fabriquer ta phrase-réponse. J'aimerais d'ailleurs faire un tampon exprès où j'aurais plus qu'à tamponner cette chose-là sur toutes les copies parce que je l'écris tellement que ça me fatigue à force. Mais bon. Mais l'idée, moi, il est vraiment dans cet apprentissage de fabriquer des phrases qui ont du sens et qui reprennent les mots de la question, ce qui me paraît essentiel quand on est en collège. Après, j'espère que c'est acquis en lycée, mais j'ai des doutes. Du coup, donc tous ces feedbacks que j'ai, c'est hyper important et aussi ça leur permet. Alors, je demande pas de refaire, mais par contre, c'est écrit parfois, attention, tu confonds telle et telle notion, attention, tu n'as pas compris cette notion-là, à revoir. Et donc, moi, je mets la bonne réponse. Je corrige l'erreur quand, voilà. Après, je peux pas non plus passer un temps infini à vérifier que l'élève a bien repris, a bien relu ce que j'ai écrit, l'élève a pris en considération, est-ce que l'élève sait refaire maintenant? Clairement, pour les élèves volontaires, oui. Pour les autres, je dirais, je peux pas, je suis pas magique non plus, hein. Ça, j'ai pas de solution à ça. Les nombres de points, en fait, je leur dis le barème de base, c'est j'ai 2 questions, 2 réponses bien rédigées, c'est-à-dire qui reprennent les mots de la question, ou c'est vraiment une rédaction. Dans ce cas-là, c'est 1 point. Donc, ça veut dire que sur le trimestre, c'est pas énorme ce que je leur demande. Je leur demande de faire 20 questions sur le cours et 20 réponses. C'est pas le bout du monde. Si par contre c'est des flashcards où c'est le mot, la définition sans rédaction, je leur dis c'est 1 point pour 3, faut pas exagérer, vous aviez qu'à faire des phrases si vous vouliez plus de points. Voilà. Donc ça c'est pour les histoires de barème. Et donc des élèves qui n'en font pas, j'en ai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les inciter à faire? C'est donner du temps en classe pour le faire. Même si je donne du temps en classe pour le faire, certains
rechignent un petit peu ou font un peu. Alors parfois, j'en ai qui me font des petites choses. Si au 3e trimestre, je prends plus du tout ce temps en classe parce que je l'utilise plus que pour réguler les élèves qui sont rapides et les autres doivent faire à la maison. Dans ce cas-là, effectivement, je me retrouve avec des élèves qui font pas. Sauf que ça fait partie du contrat avec moi en classe. Je leur file, ils ont 5 points dans leur note de trimestre sur ça, c'est-à-dire sur le fait qu'ils soient en capacité de s'organiser pour se créer des outils de révision. Ça me semble être intéressant de développer cette capacité-là. Ils ont 5 autres points sur leur comportement d'élève classique. Je suis à l'heure, je fais mon boulot, je m'investis dans le travail qu'on me demande de faire. Et après, les 10 autres points, c'est les connaissances et les compétences. Et donc, en fait, en fabriquant une note de trimestre, puisque moi j'évalue par compétence tout le reste, sans note spécialement, ça me permet de valoriser en fait les comportements qui sont volontaires. En fait, ça va me permettre aussi de différencier l'élève qui ne comprend rien et qui a des difficultés, mais par contre qui fait, qui essaye, qui s'investit. Moi, j'ai des élèves en fait qui ont des résultats aux évaluations qui sont vraiment pas bons, mais par contre, ils essayent toujours de faire leurs pommes, ils essayent toujours de rendre des travaux. Donc, au moins, je peux valoriser ça pour eux. Voilà. Ok, merci. On a fait le tour des questions. Super. Donc, je vais passer aux sketch notes, donc les petits mélanges. Je vais vous montrer vite fait quelle est la démarche que je leur donne pour apprendre à sketchnoter. Donc, quand je veux leur apprendre à sketchnoter, tout d'abord, je définis ce que c'est qu'un sketchnote. Donc, pour ceux qui sont pas très initiés, sketch, c'est pour le dessin. Note, c'est des notes. Donc, l'idée, c'est de mélanger du dessin et du texte pour organiser sa pensée. Justifie l'intérêt donc auprès des élèves en leur expliquant que si un message on l'a sous forme de dessin et sous forme de mots, on fait un double encodage et donc ça va permettre de mieux mémoriser et que reformuler donc ce qu'on appellerait l'apprentissage génératif. On est bien d'accord, j'utilise pas les mots de richesse de l'encodage et apprentissage génératif avec mes élèves. C'est pas ça, c'est clair, c'est juste des concepts. Mais l'idée, c'est de reformuler d'une autre façon. Ça permet aussi de mémoriser plus efficacement. Ensuite, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se sentent moins déstabilisés par le fait que je vais leur faire dessiner. Le premier truc, quand je dis il y a des dessins, ils font oui, mais moi je sais pas dessiner. Je vais leur montrer que dessiner en sketchnote, c'est juste du picto, c'est-à-dire des formes de base. Je vais vous montrer vite fait comment je leur fais ça. Et ensuite, je leur donne une méthode, c'est-à-dire comment on fait pour faire un sketchnote, quels sont les éléments qu'on retrouve dedans. Et après, on commence l'initiation en classe. Il est hors de question que je leur dise pour le premier sketchnote, vous me faites ça à la maison, débrouillez-vous avec. Non, on le fait en classe. Je vais passer 1 heure à faire un sketchnote sur deux phrases ou 3 phrases du cours pour que justement ils apprennent à transformer du texte en sketchnote. Là, je serai là pour les aider, mais aussi les camarades seront là pour les aider et puis ils pourront s'inspirer les uns des autres, voir ce que font les autres et se dire ah oui, j'aurais pu le faire comme ça, je pourrais réorganiser. Voilà. Donc ça c'est un petit document que j'ai commencé à préparer, que je me suis dit que j'allais refaire de manière manuscrite. Là, je l'ai fait avec Canva, mais faut que je le refasse à la main pour leur montrer que normalement quand même le sketchnote c'est quand même à la main, c'est un peu mieux qu'à l'ordinateur, mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est? Sketch, un croquis, note du texte. Le principe, c'est que l'image, c'est un langage naturel du cerveau. Je leur explique ça aussi en leur disant, en fait, si je vous dis chat, vous voyez pas le mot mais vous voyez le chat quand je vous dis le mot chat. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a des images mentales qui apparaissent dans votre tête. Et donc, si ces images, vous les mettez sur vos feuilles, ça vous parlera plus pour les mémoriser. Je leur dis simplement ça. Et donc, je parle de double encodage, ancrage en mémoire, voilà. Et ensuite, je leur montre le contenu d'une sketchnote, c'est qu'on va organiser, donc il faut choisir, ça peut être sous forme de carte mentale, ça peut être un chemin à suivre, ça peut être plusieurs colonnes que l'on met les uns sous les autres. Là, ici, vous voyez que c'est celle que je vous présente comme sketchnote, c'est c'est un chemin à suivre avec plusieurs étiquettes, le chemin étant modélisé par les petits pas.
Voilà, donc d'abord je réfléchis à mon organisation, ensuite je vais y mettre les pictos et les textes, sachant que les pictos ne sont pas là pour faire joli, les pictos doivent être là pour doubler le texte. C'est vraiment du double langage. Et ensuite, on va utiliser des structures, c'est-à-dire des cadres pour séparer les notions, des bulles si on veut faire parler quelque chose, mettre des flèches, des bannières ou des choses pour les titres, on va utiliser des numéros, etc., le chemin. Et après, je dis, quand on a fini, on essaye de faire l'effet waouh, c'est-à-dire mettre un petit peu de couleur. Souvent, enfin, moi, j'ai pris pour habitude d'abord, je fais en noir et après, je rajoute un peu de couleur. On peut faire des ombres avec un stylo ou un feutre gris ou un crayon papier si on veut ombrer certains trucs et mettre du relief. On peut mettre des petites étoiles et tout d'un coup, on a l'impression que ça brille. Enfin voilà, c'est des petits trucs tout bêtes qui font que on finit par faire correctement, par faire un sketch note on a l'impression que c'est quelque chose de très chouette alors qu'il n'y a pas grand-chose finalement dessus. Et donc, je leur dis qu'il va falloir oser, qu'il va falloir créer, copier, parce que l'idée, c'est de copier des dessins que l'on trouve chez d'autres, sur Internet, souvent, comme je leur dis, vous savez pas comment dessiner un truc, bah, si vous avez un smartphone ou un ordi à côté de vous, bah, vous mettez le mot que vous cherchez, vous écrivez picto à côté, et puis l'ordinateur va vous proposer des schémas ou des petits dessins simples à recopier, et vous aurez plus qu'à essayer de recopier. Et puis copier, c'est aussi, ah oui, le voisin, lui, il l'a fait comme ça, donc peut-être que moi aussi, ça me parle plus finalement que ce que j'avais fait, donc je vais essayer de transformer mon travail. Et puis après, il faut s'entraîner. C'est comme tout, tout apprentissage, il faut refaire et refaire jusqu'à maîtriser. Voilà. Alors, comment je leur apprends justement à désacraliser leur capacité artistique. Donc, comme je leur dis, il n'y a pas besoin d'être un artiste. Il faut des pictos, donc un alphabet visuel suffit, c'est-à-dire des formes simples, le point, la barre, le U, le carré, le triangle, le rond, le nuage, etc. Et par exemple, avec toutes ces formes-là, je vous ai fait une vache. Vous voyez, ce ne sont que des formes, que des traits, des nuages, des machins. Donc, vous voyez que recopier une vache, en soi, c'est pas très compliqué de créer une vache. Et ensuite, donc, une fois que je leur ai expliqué que je voulais simplement des formes basiques qu'ils savent faire, je leur demande de prendre une feuille, de prendre un crayon et de séparer leurs feuilles en 10 petites cases et je vais aller leur donner 10 mots. Pour chacun des mots, ils n'auront que 10 secondes pour le représenter. Ils ont interdiction d'écrire la moindre lettre, le moindre chiffre. Quoique les chiffres, ça ne me dérange pas trop. Mais voilà, et je vais leur donner une suite de mots. Alors je sais pas si non, j'ai pas mis les mots, mais en fait ça dépend d'une classe, c'est l'inspiration du moment. Souvent je commence une chaise, papa, voilà, et puis après dans les mots je commence à développer en disant apprendre, lire, pour commencer à être sur des actions, et puis après des concepts plus abstrait, avoir une idée ou voilà, des petites choses comme ça. Donc on cherche 10 mots en allant du plus simple ou un peu plus complexe. Et je leur laisse vraiment que 10 secondes entre chaque mot pour dessiner. Donc forcément, leurs dessins, ils sont vite faits, mal faits, mais c'est pas grave parce que c'est pas le but qu'ils soient beaux, esthétiques et vachement bien faits. Parce qu'une fois que c'est fait, je leur demande de regarder leurs dessins et je leur dis quels étaient les mots dans l'ordre. Et là, en fait, toute la classe en chœur me dit les mots, c'est-à-dire que je leur dis, vous vous rendez compte que là, en fait, vous avez mémorisé 10 mots parce que vous savez que tel dessin, ça voulait dire tel mot, tel dessin, ça voulait dire tel mot, etc. Ensuite, je m'amuse à leur faire retourner la feuille et là, je leur demande les mots dans l'ordre. Et généralement, ils ont quasiment tous les 10 mots en tête parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont dessiné et dans quel ordre ils l'ont dessiné. Donc, c'est un petit peu abusé d'eux, mais c'est une façon simplifiée de leur dire, vous vous rendez compte de la puissance du dessin pour mémoriser. Voilà, bon, c'est un petit peu... ça serait critiquable scientifiquement, mais en tout cas, l'idée, c'est pour leur montrer que le dessin, il peut les aider à mémoriser et à mettre... voilà, simplement en donnant de l'image à un mot.
Et après, je leur donne quelques petites astuces aussi pour faire un sketch note efficace. Donc la simplicité, donc le texte, il faut seulement 2 types d'écriture, une pour le titre, une pour le contenu. La couleur, ben, on utilise le noir plus 1 ou 2 couleurs, mais on fait pas de l'arc-en-ciel. On met du gris pour les ombres. On évite de la déco pour faire joli. On utilise donc les dessins seulement pour doubler le message. On peut mettre des personnages pour exprimer le mouvement, des émotions, des actions. C'est pas obligé, mais vous voyez, les personnages que j'ai représentés, c'est du dessin style maternel, hein. Et puis, on accepte que ça sera pas parfait. On va accepter qu'il y aura des erreurs, qu'on peut utiliser des pictos ou du blanco pour gommer les erreurs. Ben, si à un moment, quand je dis on fait pas de déco pour faire joli, mais enfin d'un autre côté j'ai fait une faute d'orthographe, et bien on fait comme quand on était à l'école maternelle, on met une jolie petite fleur dessus. Et puis voilà, bon, ça choque beaucoup moins sur un sketch note que sur une leçon. Ok, et puis on peut user de l'effet waouh pour donner vie au travail. Et puis après, je peux aussi leur apprendre à faire des bannières. C'est basique, mais c'est tout bête, quoi. Voilà un petit peu les astuces, et voilà ce que je voulais dire sur comment je leur apprends à sketchnoter. Et on est bien d'accord que ben, ça va me prendre une bonne heure avec eux. Donc d'abord, effectivement, je leur explique toute la démarche que je vous ai donnée qui est là. Définir, justifier l'intérêt. Donc, je ne sais pas dessiner, c'est là où je leur fais faire les pictos. Ensuite, je leur donne la méthode, et puis on s'initie à partir de 2-3 phrases prises dans le cours. Et puis, on le refait une deuxième fois. Enfin, j'essaye de le faire à peu près 3 fois en activité en classe par an. Alors là, ils sont très frustrés parce que je leur dis oui, je suis désolée, mais ça comptera pas en point de pomme, puisque là, c'est des travaux obligatoires. Donc ils étaient très fiers de leur sketch note. Ils me font oh madame, vous me donnez des points, et je leur dis ben non, on l'a fait, c'était un travail obligatoire. Là, c'est pas toi qui t'es décidé de le faire, c'est moi qui t'ai imposé de le faire. Mais voilà à peu près la démarche. Je sais pas s'il y a des questions. Et je Alors, sais pas merci si beaucoup. puis il va falloir que je rende le On micro, je crois. on en a une nouvelle qui est apparue de question. Est-ce que tu as introduit le sketchnote dès la 6e? J'ai que des quatrièmes et troisièmes, donc clairement pour le moment non, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas, sachant que par contre on sera moins exigeant sur les contenus, qu'on fera sketchnoter peut-être une phrase, voilà, donnée. Moi, en tant que prof de bio, je peux faire sketchnoter c'est quoi la biodiversité. Donc notion que l'on voit dès la 6e, et bien on leur demandera de dessiner plein d'êtres vivants différents et dire que c'est l'ensemble du vivant, de l'environnement, des interactions, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, et d'autant plus que plus ils sont jeunes, moins ils sont décomplexés par rapport au dessin. Ok, merci beaucoup. Alors, on a des collègues qui demandent s'il serait possible d'avoir le lien vers le Geniali. Je viens de remettre dans le chat le lien vers le Drive que tu avais donné au début, donc je ne sais pas C'est si tu ça. l'as glissé. Bon, bah voilà, je viens de le redonner. C'est en fait, voilà, le Geniali, enfin le PDF, vous le trouverez. Après, le Geniali sur le fait des pommes, vous l'avez sur cette diapo-là. Il suffit, et donc le lien interactif, hein, là, c'est le PDF que je vous présente. Hein, donc, vous le retrouverez là, et pour voir justement tous les différents pommes et comment j'ai présenté les choses à mes élèves. Si vous avez aussi, si vous vous amusez à aller regarder tout ça et que vous avez des retours à me faire pour améliorer, n'hésitez pas. Je prends toutes les critiques constructives pour progresser sur ce travail-là avec grand plaisir. Eh ben Voilà. super, merci beaucoup. Eh ben, on a fait le tour des questions. Tu étais la dernière présentatrice de la journée. Merci encore beaucoup pour toute cette présentation, tous ces éléments. Et il nous reste à vous remercier tous et toutes et à vous dire à demain. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée.